Voilà, donc on passe à la troisième partie de la soirée qui est plutôt tournée vers l'avenir. Et voilà, Marcel Gauchet, vous parlez qu'il faut déboucher, qu'il faut. Est-ce que c'est imaginable qu'il y a un avenir pour l'Union et dans quelle forme? Donc c'est évidemment une question complexe, mais voilà, ce mot déboucher, peut-être vous voulez l'expliquer un peu mieux, plus précisément, que serait votre propos à ce sujet-là? Chacun voit bien, parmi les citoyens européens, même les moins concernés, que nous arrivons à un saut dont personne ne peut dire ce qu'il sera, ce qui peut être un saut régressif, comme il y a beaucoup d'Européens pour le plaider, c'est-à-dire on a eu trop d'ambition, revenons à des solutions beaucoup plus pragmatiques, terre à terre, de négociation sur des objets bien définis, ou bien une redéfinition marquée du projet européen qui intègre la dimension qui s'impose de par la situation globale, qui est l'affirmation européenne dans un concert de puissance globale. C'est le choix dont personne ne peut dire véritablement ce qu'il sera effectivement. Les deux sont possibles, d'ailleurs. Un retour en arrière au nom du pragmatisme ou le saut extraordinairement difficile, puisqu'il s'agit, on voit bien d'ailleurs, juste un mot à ce propos sur l'actualité, le Brexit ou le Frexit français, qui n'est pas totalement inimaginable dans un horizon pas très lointain, c'est là-dessus qu'il se joue profondément, au-delà de toutes les explications en partie justifiées qu'on a pu donner d'un événement comme le Brexit. Il y a le sentiment dans des peuples profondément politisés par une longue tradition de grande puissance, la Grande-Bretagne et la France, de l'insuffisance européenne en termes stratégiques. L'Union européenne a été un projet stratégique dans le contexte de la guerre froide, mais piloté en fait par les États-Unis, il faut appeler les choses par leur nom, qui était la puissance chapeau qui permettait aux Européens de ne pas définir eux-mêmes une politique de puissance en se ralliant à plus fort qu'eux. Là, on est dans un autre contexte, et si les Français devaient, étant le cours des événements en France étant assez opaque sur ce terrain, l'hypothèse d'une démarche à l'anglaise ne me semble absolument pas exclue, mais on voit bien que ce serait sur le même thème. Que fait l'Europe dans le monde global? Et le saut, à ce moment-là, c'est la conversion de pays qui n'ont jamais connu cette dimension politique de puissance, parce qu'ils étaient dans le problème des petits pays européens, c'était de se débrouiller au milieu des grands méchants loups qui les environnaient en étant aussi prudents et habiles que possible. Là, il faut s'assumer à une échelle collective comme une puissance dans un monde global capable d'infléchir des décisions cruciales à l'échelle du monde. Et ça, c'est le défi européen, le débouché européen d'aujourd'hui. C'est là qu'il est, indépendamment et au-delà de tous les problèmes de politique interne, si je puis dire, à l'Union européenne que nous avons évoqués jusque-là. Là, c'est l'événement par excellence de la période qui vient de s'écouler, c'est la globalisation. Et le problème européen, c'est la capacité d'y répondre, qu'elle a justement essayé dans un premier temps, et avec un certain succès d'ailleurs, et qu'il ne faut pas lui retirer, de donner sa réponse propre, qui était précisément la définition de normes globales. Elle y est arrivée dans toute une série de domaines parce que c'est le plus grand marché du monde. Donc elle a une capacité d'influence normative à ce degré, à ce niveau qui est importante. Mais ça ne suffit pas. On est devant autre chose, étant donné le cours que prend la politique globale. C'est le problème européen d'aujourd'hui et de demain. Luc, Florence, vous voulez peut-être Florence d'abord? Oui, je suis tout à fait d'accord que ce problème de la puissance est central, mais c'est justement la France qui a œuvré depuis le tout début pour que l'Europe puisse exercer cette
puissance, ou que certains États européens puissent l'exercer ensemble. Et à ce sens-là, pour moi, il y a vraiment une ligne politico-intellectuelle directe entre De Gaulle et Macron, en passant par Mitterrand et Giscard. Bon, ils ont appelé ça par des noms différents, mais que ce soit l'indépendance européenne pour De Gaulle ou puissance, ou maintenant Macron avec souveraineté européenne, c'est pour tous la même idée, c'est que pour la France, qui a perdu son empire, on ne peut exister qu'en Europe. Et avec les autres pays européens, dont les Allemands. Et je crois la chance historique pour la France, justement, et j'espère qu'elle ne va pas être ratée, c'est la première fois depuis 1945 que les autres peuvent vous entendre. Je dis vous parce que je sais qu'il y a un nombre de Français dans la salle. Et pendant des décennies, bon, je peux parler pour les Néerlandais, hein, à chaque fois que les Français, que ce soit De Gaulle, encore Mitterrand ou plus récemment, parlaient de ces sujets-là, sujets défense, etc., armée, ils ne voulaient rien entendre, puisqu'il y a l'OTAN et puisque c'était juste de l'arrogance française habituelle, Macron déguisé en Louis XIV ou Napoléon, etc. Mais ça a changé quand même depuis justement cet événement Trump. En gros, pour résumer brutalement une tendance depuis longtemps, et que aux Pays-Bas, ils ne sont pas encore tout à fait réveillés d'ailleurs, mais en Allemagne, c'est quand même frappant que tout l'été, ça a discuté à fond, avec des livres, des entretiens, etc., sur comment fait-on après l'Amérique et comment on voit aussi, Merkel encore cette semaine au Parlement européen qui parle d'armée européenne. On ne va pas rentrer dans les détails, mais là, ça veut dire que, encore une fois, pour la première fois depuis l'existence même de la République fédérale, elle ne projette plus son désir de sécurité uniquement sur les États-Unis, mais sur l'Europe. Et je pense que c'est très bien, parce que l'alternative serait bien sûr le nationalisme allemand. Et donc cette question de la puissance, encore une fois pour laquelle la France a œuvré depuis toujours, le moment est maintenant, et ça va, comme d'habitude, ça ne va pas être une révolution, mais il faut quand même planter les graines, y inclus sur le plan monétaire, par rapport au dollar, pour que quelque chose puisse en émerger. Oui. Mais il faut rappeler quand même, Luc, que c'est la France aussi qui, en 1953, a rejeté la communauté européenne de défense, parce que les socialistes étaient incapables de se mettre en... Donc en même temps, ça n'a pas toujours été ainsi grand. Mais sur cette question de définir l'Union européenne comme pouvoir vis-à-vis de l'extérieur, moi je ne sais pas si c'est ça le sujet au fond. Enfin, bien sûr, la défense de l'Europe face aux États-Unis, face à la menace russe, ok. Mais je crois que le sujet c'est le projet entre eux, des Européens. Et la seule qui a... Alors, Macron a cette idée, l'Europe qui protège, tout ça. Macron a des idées, mais Merkel a une politique. Et sa politique, elle est hyper simple. Elle dit, on va être de plus en plus... On est peu nombreux, nous, Européens, en proportion sur cette terre. On est hyper riches et on est assez libre. Eh ben, on va garder ça. Et puis, déjà, si on y arrive, on sera content. C'est ça son projet, quoi. Et c'est ce qu'elle fait. Mais c'est peut-être ça le projet européen, au fond, quoi. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévenir, parce que, évidemment, tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit un peu très sage ou pépère, trouveront l'autre. Mais voilà, c'est quand même ça le projet européen. Moi, je ne crois pas au grand saut fédéral, etc. Je crois que ça fonctionne comme ça. Là, pour moi, et du coup, pour moi, le défi, c'est pas tellement un défi externe, c'est le défi interne de gérer toutes ces chaînes de légitimité très compliquées entre les parlements nationaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une réforme institutionnelle, mais les rapports quand même entre le niveau européen et les gouvernements nationaux, c'est compliqué.
parce que comme on est sorti du système hyper classique, on est donc dans la gestion de l'événement. Du coup, les rapports de puissance ressortent. L'Allemagne est hyper dominante. Elle fait des choix, elle prend des décisions et en fait, ça alimente l'anti-germanisme ailleurs, etc. Et donc, je crois que la gestion interne des systèmes politiques est hyper intéressante. Parce qu'après, se mettre d'accord sur l'attitude adoptée en matière de droits de douane vis-à-vis du Japon ou des États-Unis, je pense que ça, c'est là, quoi. Mais le jour où ça explose dans un pays comme au Royaume-Uni, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parce que tout le ciment de tout ça qui a été posé par la Cour sur la compétence exclusive en matière de politique commerciale, tout ça, si les gens commencent à contester l'autorité de la Cour, ça va être compliqué. L'AfD dit, ou des gens proches de l'AfD commencent à attaquer un peu l'autorité de la Cour. La fiction que j'avais faite en 2011, Terminus pour l'euro, commençait comme ça, c'est-à-dire par un arrêt ou une rumeur d'arrêt du tribunal de Karlsruhe sur les décisions de politique monétaire de la BCE. Et ça déclenchait, je veux dire, si demain on a ça, alors ce sera autre chose que 5 étoiles et la Ligue en Italie. Donc là, il faut faire très attention. Et je pense honnêtement que l'Allemagne est quand même le maillon faible. De ce point de vue-là, c'est-à-dire de l'acceptation de la suprématie du droit européen. C'est le seul tribunal qui a dit « moi, je m'autorise, si besoin, à m'affranchir de ça, si la constitution allemande est en cause ». Donc, en fait, il y a des éléments de fragilité interne, je veux dire, à cause de ces questions de souveraineté, de représentation, de hiérarchie des normes et tout ça. Il faut faire, à mon avis, extrêmement attention à tout ça. Marcel Gauchet, peut-être, je vous ai vu réagir sur la synthèse du programme de la Merkel. Peut-être vous voulez dire la... Oui, juste un mot. C'est pas un programme, c'est un objectif. C'est très différent. D'ailleurs, cet objectif me paraît très sympathique. Je vois pas qu'il y aurait à y objecter. Je m'y rallie très volontiers à titre personnel. Je n'engage que moi, mais j'imagine que nous sommes nombreux dans ce cas. Mais il faut définir les moyens d'y parvenir. C'est là où le bas blesse. C'est que c'est pas un objectif qui est donné dans la nature et qu'on va atteindre en se contentant de se tourner les pouces sur la base de ce qu'on possède déjà. Et c'est même, je crois, un objectif ambitieux, en fait, du point de vue des moyens qu'il mobilise. Tout est là. Et avec la contrainte européenne spécifique qui est effectivement qu'on ne peut plus, c'est la grandeur du projet européen la grandeur devant laquelle on ne peut que s'incliner, c'est l'idée d'un système coopératif. On va le faire ensemble. Alors que dans l'histoire, pragmatiquement, la bonne solution dans ces cas-là, qui est celle que revendique quelqu'un comme Trump, laissez-nous faire, on fera mieux que vous, parce qu'on est plus fort. Point. On a des moyens que vous n'avez pas, donc l'Europe, c'est l'association des plus faibles et des plus forts pour faire ensemble une chose sur laquelle on est capable de se mettre d'accord. C'est un projet, c'est ce qu'il y a d'absolument inédit dans le projet européen à l'échelle des siècles. Donc, il faut être capable de le faire maintenant. Et vous avez évoqué incidemment la question allemande, c'est que il y a une politique de cavalier seul allemand qui est en train de prendre corps sur un mode qui n'a rien d'arrogant ni d'agressif, mais qui correspond plutôt à une espèce d'autisme où on raisonne pour soi en pensant que ce qu'on fait, c'est un peu ce qui est bon pour l'Allemagne est bon pour l'Europe. C'est mutatis mutandis, quelque chose qu'on a déjà entendu et qui a toujours assez vite trouvé ses limites. Oui, non. Un dernier mot là-dessus, mais non, mais bon, les Français aussi pensent que ce qui pensent être bon pour l'Europe, les autres pensent aussi que c'est bon pour l'Europe. Je veux dire, ils ont tendance à partir dans leur projet un peu personnel. Hein. Beppe Severnini, un journaliste italien, avait lancé un projet il y a quelques années sur les stéréotypes qu'on a de chaque pays et des visions, de la représentation de l'autre pays, et de faire une grande sorte de vidéothèque de petits films sur ce thème de la manière qu'on voit l'autre en Europe, comme justement peut-être aussi manière de franchir ces stéréotypes.
la dernière mot, Luc, parce qu'on doit vraiment clôturer, c'est à toi. Je ne sais pas si on a abordé beaucoup de choses. Quel serait pour toi un point de final que tu aurais quand même laissé à partir de ton livre et de la conversation qu'on a eue ce soir? Peut-être juste redire quand même que même pour ce bel objectif de Merkel et tous ces projets de puissance et ce qu'on fait à l'intérieur, la question de la communication et de la conviction reste clé. Parce que sans cela, on, au sens global, ne pourrons rien faire. Et à cet égard, et au vu des élections européennes, je m'inquiète quand même un petit peu de la tendance de retrouver un peu le fil utopique des années de fondation, en raisonnant en termes de bons Européens contre de mauvais Européens. Et je ne vais pas expliquer ça ici. Ça me paraît vraiment peut-être de la mauvaise politique, mais aussi vraiment dommage. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le clivage en Europe, c'est soit entre des pays, soit au sein de nos sociétés, et avant tout par rapport à la question de la migration. Tandis que si on veut parler et agir en tant qu'Europe dans le monde, comme une puissance parmi d'autres, et entre parenthèses, je signale d'ailleurs que même si Trump était très insulté de la proposition d'Emmanuel Macron de faire une armée européenne, il y avait quelqu'un d'autre qui trouvait ça tout à fait normal. Et c'était Vladimir Poutine. Il a dit sur Russia TV, RT, que c'était tout à fait normal que la plus grande puissance, ou une des plus grandes puissances économiques du monde, comme la Chine, les États-Unis, l'Europe, ait son armée. Ça lui semblait tout à fait convenable. Je ferme la parenthèse. Pour dire que si les Européens veulent construire quelque chose, être un bloc de puissance, il faut que la différence entre nous et eux ne soit pas entre nous les bons ici dans cette salle et les mauvais en Hongrie ou dans d'autres quartiers de Bruxelles, mais entre nous les Européens et eux autres, eux Chinois, eux Russes, eux Américains, oserais-je dire. Et donc, ça veut dire que dans la communication, il faut aussi oser faire un appel à la culture, à l'histoire, même l'idée d'une civilisation européenne et des éléments comme cela. Parce que sinon, ça ne peut jamais être porté et devenir crédible. Merci beaucoup, Luc.